Alors, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes désolés pour ce retard dans le début de la séance dû à des problèmes techniques. J'accueille aujourd'hui Harold Himan. Harold, vous êtes un ancien du lycée français de New York, où vous avez fait toutes vos études scolaires. Vous avez ensuite commencé par vos études universitaires en Europe, puis vous êtes parti en Amérique du Nord. Vous avez fait une licence à Columbia University, suivie par un master à l'Université de Montréal. Ensuite, c'était direction de nouveau vers l'Europe, où vous avez commencé votre carrière dans les médias. Et puis, de nouveau, allez, on traverse encore une fois. Vous êtes revenu en Amérique du Nord. Vous êtes actuellement chroniqueur à CNews. Alors là, Euh, à la fin de mes études, je suis venu en France et je ne suis plus parti. D'accord. OK. Donc, j'imagine que votre carrière a toujours été orientée vers l'international. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos de votre expérience? Ce n'était pas exactement ce que j'avais imaginé avant de commencer. C'est souvent le cas. Tout le monde, on se fait une idée du métier et puis on arrive et on voit que c'est un peu autre chose. Bon, donc j'ai eu ça. Et le métier a beaucoup évolué. euh, je dirais pour le pire, malheureusement. Donc j'ai vraiment observé ça avec quelques dépits, mais bon, ça existe quand même. On arrive à faire des choses et je vois la nette séparation entre l'audiovisuel et l'écrit. C'est pour ça que de la main gauche, je fais de plus en plus d'écrit. Parce qu'on peut développer des idées beaucoup plus qu'en télé, où c'est vraiment très très court. Mais sinon, je peux dire que d'avoir fait un lycée français, ça aide beaucoup parce que on n'est pas désarçonné par des systèmes différents, comparatifs. On transpose très facilement des choses très faciles. Qu'est-ce qu'un oblast? On dit un département. OK. Qu'est-ce qu'un krai? On dit c'est un county. On a compris. Donc on peut se servir de toutes ces petites boîtes à construction pour transposer d'un pays à l'autre ce que des gens qui sont vraiment sortis de l'unique silo national ont parfois beaucoup de mal à faire. D'accord. Donc, vous avez ressenti déjà l'impact ou bien l'effet positif de votre scolarisation dans un lycée français, déjà dès le début de votre carrière. Oui, déjà dans une salle de rédaction multilingue, j'étais à RFI, et j'entends des gens parler en français alors qu'ils sont au service espagnol. Et j'ai dit, tiens, où est-ce que tu as appris ton français? Il dit, le lycée français de Madrid, le lycée français de Buenos Aires, le lycée français de Sao Paulo. Donc, il y a comment dire, un bagage commun entre les lycées français qui est hors sol. Ça n'a rien à voir avec le pays où on est hors sol. Et pour moi, c'est le grand avantage. Parce que si c'est juste faire en français ce que les autres font en portugais ou en espagnol ou ce que vous voulez, euh, c'est une excellente école de langue, mais ça ne vous apprend pas une autre façon de voir. Et donc, voilà, quand vous êtes au lycée français de New York, on a des cours sur les États-Unis, mais comme si c'était un pays étranger. Donc, on apprend des trucs sur les États-Unis, on a de très bons professeurs pour la littérature américaine et anglaise et pour l'histoire américaine. Mais physique, chimie, c'est en français pur. Mathématiques, c'est en français. Euh, toutes les matières sont en français, évidemment le français lui-même. Et puis les langues étrangères, on les apprend depuis le français. Donc vous sortez de là et vous connaissez le système américain parce que c'est tout autour de vous, mais vous connaissez aussi le système français. Donc déjà là, paf, vous avez deux systèmes et vous parlez à quelqu'un du lycée français de Phnom Penh et il y a immédiatement je dirais une superposition. On a des choses en commun immédiate et on peut parler des petites blagues de potache et de petit Nicolas et tout ça. C'est un monde à nous, généralement. Oui, effectivement. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous avez réussi à, dans votre secteur, dans votre domaine, à vous adapter à ce mode de fonctionnement post-Covid?
les journalistes étaient parmi les personnes qui devaient rester sur le terrain en quelque sorte et aller physiquement au travail. Comment est-ce que le Covid a affecté votre secteur? C'était un grand bonheur. Ah, ok. Eh oui, eh oui, pour moi, c'était un grand bonheur. Je le souhaitais à personne, mais ça a eu un effet très, très positif parce que, je dirais à un moment donné, le métro, il sautait 6 ou 7 stations, hein, pour aller au boulot. Il fermait les petites stations, donc on on faisait ça en moitié moins de temps. Hem, Nous, on avait une permission de circuler, donc je rentrais à bicyclette tous les soirs. Hem, voilà, la bouffe était facile à obtenir, on avait très, très peu d'engagement, tout se faisait par Zoom. Voilà, je découvre Hermit aujourd'hui, mais normalement pour Zoom et Skype, je suis relativement compétent. Hem et c'était facile de travailler et D'accord. énormément de conférences sur Zoom et moi je ne suis pas du tout contre les conférences sur Zoom. Tôt ou tard, il faut rencontrer la personne, mais faire la moitié de Paris juste pour avoir un briefing qu'il pourrait très bien faire au téléphone où on vous lit des trucs et on accepte 3 questions, c'est tout aussi bien sur Zoom. Ouais, exactement. Et est-ce que, au-delà de la technique, est-ce que, ça a affecté les méthodes de travail dans le secteur? Peut-être les thématiques, peut-être la manière de voir les choses? Ah, les thématiques, oui, on a parlé de la Covid, tous les jours. On faisait, les chiffres, les courbes, et les déclarations, l'oxychloro, je ne sais plus quoi, je ne sais même plus son nom, avec l'épisode du professeur Raoult. Ça a quand même mangé 4 mois de notre cerveau. Ensuite, les vaccins, ah, l'Union européenne s'est fait flouer sur les vaccins, il n'y en a pas assez. Enfin, le nationalisme vaccinal, si vous voulez. Les masques, pourquoi on ne les fabrique pas en France? Je dis, ok, d'accord, vous voulez que vos enfants fabriquent des masques dans une usine, très bien. Faut le vouloir. Voilà, on s'est réveillé à toutes sortes de thématiques et beaucoup de gens ont dit beaucoup de bêtises. Ouais. Et moi, personnellement, durant Oui. cette période Covid, je me suis toujours posé la question, mais comment font les journalistes pour essayer de vérifier leurs sources quand les sources elles-mêmes ne savent pas de quoi elles parlent? Je me suis dit, hein, franchement, les journalistes, là, en cette période, devraient vraiment faire, enfin, je n'ai jamais su comment les journalistes ont réussi à réaliser cette manœuvre, en quelque sorte, de trouver des sources fiables et qui pouvaient être citées, quoi. Vous savez, le fiable, c'est bien d'avoir des choses fiables, mais il faut avoir des choses aussi, fiables ou pas. Je veux dire, si le gouvernement vous dit, voilà, il y a tant d'essais dans tant d'hôpitaux, euh, bon, bah, vous n'allez pas dire, ah, le gouvernement nous raconte des salades, on va envoyer des équipes partout pour compter si leurs chiffres sont vrais. On devient fou, on ne ferait rien. On aurait à vérifier absolument chaque chose. Mais on se dit, bon, si c'est les chiffres de l'hôpital qui vont au directeur régional de la Covid, qui sont ensuite reprises par le ministre, on se dit, bon, ben voilà, source gouvernementale, mais personne n'a mieux. Ouais. Ensuite, on attend. Il y a toujours toutes sortes de personnes originales qui vous disent non, 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 on n'a pas compté ci, on n'a pas compté ça. Donc, un exemple, c'était l'Allemagne. Il y avait toujours un taux de mortalité bien inférieur à la France. Et, et la Belgique avait un taux extrêmement élevé, genre le double de l'Allemagne, et beaucoup plus que la France. Et bon, on a essayé de comprendre pourquoi, et c'est parce que les gens ne comptent pas de la même façon les morts. En France, il y a 3 personnes qui mouraient en même temps. Il y en avait un qui avait le Covid et les 2 autres sont morts à peu près en même temps et avec les mêmes symptômes. On disait les 3 sont morts de la Covid. En Allemagne, oh non, 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 il y a juste un mort. Les 2 autres, on verra quand on verra pour le chiffre. Et les Belges, ils faisaient ça à la peine. Hein, je veux dire, ah, sur l'étage, il y en a 5, 6, 7, 8, 10. Donc ça, c'était intéressant à voir, le traitement de la façon de compter. Donc ça, on pouvait faire, même depuis notre bureau. Mais plus que ça, on ne pouvait pas faire. On pouvait pas faire. On pouvait regarder les conférences de presse de European Medical Agency et l'OMS, Gebre Jesus, m'ont essayé de capter la petite phrase.
L'enquête à Wuhan, j'ai écouté la conférence de presse, c'était un peu bizarre parce que l'enquêteur de l'ONU, de l'OMS, avait quand même retenu l'argument chinois comme quoi c'était peut-être transporté dans des fruits de mer, dans des camions frigorifiques qui pouvaient venir du Vietnam. Bon, bah, c'était funky, hein, et vous voyez que ça n'a pas vraiment collé. Donc même sur le coup, vous dites que c'est vraiment très bizarre, ça. Donc voilà comment vous procédez, et un mélange de bon sens. On n'est pas des enquêteurs scientifiques qui pouvons percer des secrets de la bombe atomique. Oui. Et est-ce que vous vous rappelez dans votre carrière de journaliste, est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques ou d'autres sujets qui sont restés sur les nouvelles comme ça durant plusieurs semaines et où les journalistes ont aussi dû, encore une fois, faire appel, en quelque sorte, à ce que vous venez de dire, au bon sens, pour voir si on peut plus compter sur cette source ou bien celle-là? Bah, la guerre en Irak. Mhm. Oui, les guerres sont toujours... Oui, oui, moi je suis assez vieux pour me rappeler comme c'était hier. Donc la guerre en Irak. Donc voilà, on n'avait pas vraiment de source irakienne, hein. De temps en temps, quelqu'un faisait une déclaration grandiloquente. Mais sinon, on a, voilà, c'était très difficile de savoir. C'est-à-dire, est-ce que les troupes américaines bombardaient n'importe quoi? Ils ont tué des journalistes d'ailleurs. Mais on les a trouvés. On a trouvé la personne qui l'a fait. Il a dit, j'ai cru que la caméra, c'était un bazooka. Bon. Et bon, sa vie est cassée à ce type. Il a tué l'équipe de Reuters. Donc, on se dit, bon, ben là, ils sont plus ou moins honnêtes puisqu'ils l'ont avoué tout de suite. Mais d'autres trucs, ils disent, ah, on ne sait pas qui c'est pas nous. Puis ensuite sont venus les mercenaires, hein, les Blackwater et ces gens-là. Alors eux, pas chercher à savoir ce qu'ils font. Et puis les Irakiens disaient, c'est la CIA qui organise les attentats. Alors là, c'était le grand saut dans l'autre sens. Vraiment, j'ai vu des gens qui étaient dans des attentats. Et les Irakiennes, ils ont dit, c'est sûr, ils savent tout ce qui se passe et ils le veulent, comme ça. Bon, on ne saura jamais vraiment. On ne saura jamais vraiment. Donc voilà, il faut vivre avec l'incertitude quand on est journaliste. On ne va pas percer à nu toute vérité. Voilà, on sera limité fatalement. Donc on essaye de comparer à une autre guerre, comment c'était au Vietnam, comment c'était, je ne sais pas. Prenez par exemple Israël-Palestine, l'infortuné journaliste de Al Jazeera, dont le nom m'échappe parce qu'elle n'est que là sur la chaîne arabe, qui a pris une balle là, quelque part. Bah, ça, c'est une balle de sniper. On n'a pas besoin de vraiment savoir que c'est une balle de sniper. Alors ensuite, les Israéliens disent que ça venait de l'autre côté. Bon, je ne vois pas très bien les Palestiniens tuer leur grande star. Enfin voilà, il y a un moment où il faut avoir un peu de bon sens et se dire, ben, pas tout le monde dans l'armée israélienne obéit aux ordres. Parce que je doute fort que le gouvernement a dit, abattez-moi la journaliste la plus connue de Al Jazeera, qui travaille en Israël depuis 15 ans et que tout le monde respecte. Non, il y a comme de l'armée dans l'armée, quoi. Donc, voilà, mais on ne pourra jamais le prouver. Il faudrait que quelqu'un fasse une enquête. Moi, je suis en télé, donc j'ai 3 heures à passer là-dessus. Je n'ai pas 3 mois. Les équipes, les documentaires télé peuvent le faire. Eux, ils peuvent le faire. Mais quand on est dans le news continu, qui est un peu le modèle de France Info décliné dans la télé, on n'a pas le temps. Donc on s'en souvient et dans 3 mois plus tard, ça va revenir dans un rapport. Donc vite, on va pouvoir refaire la jonction et faire un papier où je veux dire, on unit tous les points. Mais ça sera tout. Donc les gens qui nous accusent de ne pas assez vérifier tout ça, bon ben, ils ont qu'à pas regarder, hein, parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. D'accord. Et quant aux technologies, est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, par exemple, euh,
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes parmi ceux qui disent que les réseaux sociaux ont permis de démocratiser l'information, ou bien ceux parmi qui disent que les réseaux sociaux ont au contraire permis à quiconque de se autoproclamer journaliste et de partager n'importe quoi à n'importe quel moment? Oui, Comment alors est-ce que les réseaux sociaux ont affecté votre domaine, votre secteur? ah oui, 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 ça a affecté. À trois titres. Bon, déjà, j'utilise, hein, j'ai un compte Twitter qui est plutôt fourni. Je fais maintenant du TikTok où j'ai de très bons scores. Ça me rapporte rien d'avoir de bons scores, mais je suis content que des gens veuillent voir qu'est-ce que le Donbass, qu'est-ce que l'OTAN, au lieu de voir des jeunes faire des danses comme ça. Bon, ça arrose le niveau. Mais ceci dit, ça crée une grosse pagaille. Parce que c'est vrai, il y a 20 ans, il y avait cette mode du citizen journalist. Voilà. Pourquoi les journalistes auraient un monopole alors que n'importe qui peut déambuler et voir un truc se passer et taper, envoyer ça à l'origine dans un chat et puis ensuite sur Twitter, etc. Et il est aussi bon que nous. Nous sommes manipulés, nous sommes tenus, nous sommes bridés. Eux, ils sont libres. Bon, ben, vous voyez le résultat. Il y a des trucs complètement dingues qui circulent toute la journée. Et les gens reprennent les actus de l'autre et ils reprennent et reprennent et reprennent. Et chaque fois qu'on a quelque chose dans le genre le tueur s'est évadé dans une ambulance, vous regardez, vous allez à l'origine du tweet et vous voyez toujours que c'était la radio locale, surtout aux États-Unis. Ça vient des journalistes, presque toujours. Ou de quelqu'un d'officiel, qui parle peut-être officieusement, mais voilà, c'est quelqu'un en blouse blanche, marqué hôpital machin, il a dit il nous a volé une ambulance. Et il parle généralement à une radio locale, ou à une agence de presse, ou à un journal local, et puis les internautes le reprennent, et on a l'impression que c'est leur actu, mais ce n'est pas leur actu. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même toutes les choses chaudes, c'est quand même à 80% les journalistes qui le trouvent. Parce que nous, on ne fait que ça toute la journée. Et on est payé pour faire ça. C'est pas qu'on est mercenaires, c'est qu'on mange. Donc, si on fait du mauvais travail, quelqu'un d'autre va nous remplacer. C'est sérieux pour nous. Vous voyez, on crée et on doit ne pas être désavoué par notre rédaction, etc. Et donc, on travaille pour l'argent. Méfiez-vous de ceux qui disent je ne travaille pas pour l'argent. Méfiez-vous de ces gens-là. Parce que ça veut dire qu'ils ont une ONG derrière, ou ils sont liés à un parti politique, ou ils sont juste dingues. Et c'est des ex-soldats, des choses comme ça. Et ils disent oh non, non, je ne fais pas ça pour l'argent. Moi, je les vois. Rien que les regarder, je sais qu'il a été payé ou non. Parce qu'on voit dans la manière de parler. Quand on est payé, on vous compte votre temps. Hein. Le rédacteur en chef, il dit bon, ok, tu as assez passé de temps sur cette élection, tu rentres. Bon, alors tu fais des choses de plus en plus vite. L'autre, il s'étend, il prend les petites choses un peu marginales. Donc il faut faire attention. On peut ne lire que ces choses-là, et je rencontre beaucoup de gens qui ne lisent que les choses marginales, et j'ai l'impression qu'ils ont compris le monde depuis leur divorce. Voilà. Pas la peine d'aller à une conférence de presse, on va vous mentir. Pas la peine de se faire briefer, on va vous raconter des bobards. Pas la peine de lire des trucs historiques, tout ça, c'est pas pertinent. Ou bien c'est ultra pertinent et c'est super déterminant. Vous voyez que des trucs complotistes, quoi, des trucs secrets à n'en pas finir. Et ça devient une grosse mouise. Voilà. Et la tendance fact-checking est plutôt bonne, je trouve. C'est plutôt bon et c'est pour les gens, c'est tout. Puis les gouvernements n'aiment pas tellement que les journalistes disent regarde de manière à regarder plusieurs prismes. Vous prenez aujourd'hui, Poutine parle à Macron. Alors, il y a le communiqué, ce qu'on appelle le readout de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont parlé de l'évacuation des blessés de Mariupol. Okay. Vous lisez, et le président de la République a rappelé que la guerre n'était pas la solution et qu'il fallait se retirer. Okay. Vous lisez le truc du Kremlin, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ils ont parlé de leurs bonnes relations, les perspectives de négociation. Enfin, et c'est la même conversation. Donc là, on fait du recoupage et ça, c'est recoupé. Ça, c'est très, très, très édifiant parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux, je pense.
Hmm. D'accord. Et avoir fait des études dans un lycée, parce qu'on a la question qui se pose dans le chat, avoir fait des études dans un lycée français à l'étranger, comment est-ce que cela vous a-t-il permis d'avoir un regard un peu plus international que local en quelque sorte? C'est ce que vous disiez en début de Oui, notre oui. conversation. Ah bah oui, mais entièrement, entièrement. Euh, voilà, comment dirais-je? Par exemple, vous suivez deux systèmes électoraux. Hein. On suivait le système américain et le système français. Donc les deux tours, les Américains pigent pas. Et le collège électoral, alors là, même les Américains ne pigent pas. Donc d'avoir fait d'avoir cette double entrée est toujours utile. Même on en aurait trois, ça serait bien. Mais pour une carrière dans l'international, c'est un gros atout. Vous voyez, j'étais à New York et mes amis étaient des Sénégalais, des Marocains, des Maliens, autant que des quelques Américains, c'était même rare. Et on savait déjà ce que c'était le manioc, on savait déjà ce que c'était le ramadan, on savait déjà ces choses-là. C'est pas une grosse surprise. Donc voilà, vous avez un petit avantage. Vous savez qu'à Kinshasa et à Brazzaville, on parle le lingala. Ça n'a absolument aucun mystère parce que la fille à côté de vous, elle vous dit, ben voilà comment on dit telle chose en lingala, par exemple. Donc, je veux dire, ça c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, sinon, on passe sa journée à parler de score de football américain ou français. Voilà, je ne sais pas comment ça éduque. Ça amuse, très bien. Mais dans les écoles américaines, et le sport, mais ça vous sort de partout. Hein. Ils immobilisent la ville pendant un après-midi parce qu'il y a un concours de sport. Et vous leur dites alors, je vais vous dire une anecdote pour faire rapide. J'ai vu des étudiants d'une école de journalisme américaine. Quelqu'un m'a appelé pour la partie, les Democrats Abroad m'ont dit, tu peux leur parler, ces jeunes qui étudient le journalisme dans l'État de New York et ils sont à Paris, ils voudraient rencontrer quelqu'un de réellement dans le système. OK, je vais les voir. Et ils me disent tous, pourquoi la France reste dans ses colonies? Pourquoi vous ne partez pas? Et surtout en parlant du Mali. C'était au début de Serval. Et j'ai dit, bon, on a 5 minutes, comment vous expliquez ça? J'ai dit, on va faire un petit exercice. Je vais vous dire des choses et vous allez me dire à quoi ça correspond. Donc j'ai dit Bamako, Ouagadougou, Kinshasa, Dakar. J'ai dit, ça vous fait penser à quoi? Hmm. Il y en a un qui a dit Kinshasa, is that a place? Et j'ai dit, ça c'est impossible en France. Hmm. Ça c'est impossible. Tout le monde savait où était Tombouctou. Tout le monde. Voilà. Partez de là. Peut-être on peut aller dans la politique, mais si vous n'avez pas le niveau minimum, c'est pas la peine de dire des trucs grandiloquents. Vous ne savez pas où est l'Afrique, mais vous trouvez que c'est très mal. Non, non, non. Donc, ça, c'est mon petit côté pédant international. Genre, ne dites pas des trucs que vous ne savez pas. Juger sans même avoir le bagage minimum. Je veux dire, au début, avec Serval, la France, c'était le grand Dieu. Bon. Ah non, la France, c'est le grand diable. Mais quand même, tout le monde à Paris était complètement happé par cette réalité. Personne aux États-Unis n'était happé par ça. J'ai dit, voilà la différence. Donc, à partir de là, posez-moi la question, pourquoi ça s'y intéresse encore? L'uranium, le ceci, le cela, vous pouvez toujours trouver le pétrole, mais sinon, il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, pas d'uranium. Hein. Centrafrique, on est là pour des raisons sentimentales en partie. Ah, ça c'était découverte pour eux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a très facilement quand on va à un lycée français, on voit ces trucs tout de suite.
Oui. Il est vrai que les cours d'histoire et les cours de philo notamment qui sont assurés dans les établissements du système français, donc dans le lycée français à l'étranger, développent particulièrement l'esprit critique et mélangés avec la culture locale dans laquelle les élèves sont imbibés. C'est vrai que ça développe beaucoup de compétences et les élèves arrivent à donc cumuler non seulement beaucoup de savoir, mais aussi beaucoup de liens. Est-ce que vous êtes toujours en lien avec quelques élèves qui étaient avec vous au lycée? Oui, oui, 5 ou 6, oui, oui. Oui, oui. Il n'y en a pas à Paris de ma classe exactement, mais à New York, il y en a quelques-uns, oui, que j'ai jamais perdu de vue du tout, du tout, du tout. Ensuite, les autres, ils essaiment un peu partout. Il y a des gens qui ont fait le lycée français 15 ans après moi. Bon, on a des choses à se dire, mais on n'a pas vécu une vie ensemble. Mais ça, c'est la question de est-ce que les gens gardent les liens avec leurs camarades de lycée? C'est pas évident pour n'importe qui. Mais voilà, il y a un petit côté institutionnel quand on est dans un lycée français. Il y a les ambassadeurs qui viennent nous voir, ce genre de choses. Et il y en a l'habitude un peu de ça. On sait qu'on n'est pas très très coupé, et surtout à New York, il y avait l'ONU juste là. J'étais à l'école avec la fille du secrétaire général de l'ONU là, et le fils du sous-secrétaire de l'ONU de l'autre côté, dans la même classe. Donc voilà, si je les voyais, je leur parlerais, mais euh, tous les lycées français ont ce genre de choses, qui n'est pas si courant quand on est dans une école autre, que je sache. Donc, voilà, on est un tout petit peu trempé dans la sauce diplomatique. Oui, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, donc, est-ce que quand vous choisissez les équipes dans lesquelles vous travaillez, est-ce que vous jetez un regard sur le parcours scolaire de la personne, des gens, ou bien c'est plus le parcours professionnel? Moi, je ne suis pas décisionnaire, donc je ne regarde rien du tout. Je devine ce que sont les uns et ce que sont les autres. Donc, secrètement, j'aurais une préférence pour telle ou telle personne. Mais c'est pas, moi, je ne suis pas décisionnaire. Et dans les chaînes purement françaises, non. Les écoles de journalisme sont notre petite méritocratie. Et moi, je ne l'ai même pas faite. Donc, est-ce que tu as fait le CFJ, Centre de formation du journalisme, ou est-ce que tu as fait l'école de Lille, ou l'école de Strasbourg, ou le parcours de Sciences Po? Donc voilà, les gens se voient pour des dîners, des beuveries. Peut-être une fois, de temps en temps, ils décernent un prix à quelqu'un qui est sorti de leur école. Mais c'est pas super, super fondamental. Non, le journalisme, moi, c'est les gens de mon secteur, c'est les gens de l'international que je connais. Et puis les Oui. gens à côté de moi. Je suis assis dans une salle avec 6 personnes. Donc des gens autour de moi, mais je suis le seul qui fait l'international. Donc voilà, je ne regarde pas leur parcours, mais je le suis beau d'or. Parfois, je suis très étonné que des gens qui parlent à peine anglais, qui font de l'international, ça ne sait pas. Mais ça, c'est la télé. En écrit, ça ne marcherait pas. Même j'ai vu du contresens. J'ai vu de l'AFP faire des contresens. De beaux contresens. Sur ce que disait le chef de l'aide américaine. Non, pas l'Afghanistan, sur l'Irak. Ils ont compris tout de travers parce qu'ils n'avaient pas un niveau d'anglais assez élevé. Donc, je ne peux pas assez insister sur ça. Ayez un niveau d'anglais élevé et arrêtez le charabia. C'est bien de l'avoir en français déjà, mais en anglais aussi. Hein, ce n'est pas une langue de juste de chauffeur de taxi et de séries télévisées. Hein. Il y a des tas de petits détails qui sont à relever quand on est dans le journalisme. Donc, c'est plus généralement moi qui suis la référence quand Biden parle, Trump parle, etc. Et je vois les traductions dans l'AFP. Je dis non, non, c'est pas vraiment ça. Bon. En tout cas, Harold Iman, merci pour votre temps aujourd'hui. Je Je n'ai vais pas pu vous poser la même question. Alors j'en pose une.
Vous êtes dans quel endroit avec ce beau paravent derrière vous? Eh ben, en fait, je suis à la maison et là, c'est un paravent que j'ai installé quand on a commencé le travail en ligne avec les élèves parce que moi, je travaille, donc je suis un ancien du lycée français de Beyrouth, le lycée franco-libanais Verdun à Beyrouth, mais je travaille aussi dans l'établissement. Et du coup, quand on a commencé les travaux en ligne, j'ai dû faire ma petite classe virtuelle. Ah d'accord, Et vous donc, êtes à Beyrouth là maintenant. non, en fait, là, actuellement, littéralement maintenant, je suis à Vienne. Ah d'accord. J'ai fait un déplacement, j'ai quitté le Liban. Mais ce paravent, oui, c'était ma salle virtuelle, ma classe virtuelle. Oui, oui, Ouais. très beau. Alors, merci pour cette question et merci pour votre Hein? temps, pour cet échange. Je rappelle aux participants que n'hésitez pas de ne pas hésiter à rejoindre l'espace lounge où vous pouvez continuer à développer votre réseau. Vous pouvez d'ailleurs le rejoindre à tout moment. Vous pouvez également rejoindre les autres salles qui sont en cours. Et surtout, à 18h15, on vous donne rendez-vous pour la remise de prix de l'engagement qui récompensera un ou bien une ancienne élève pour son engagement dans une association. Merci. Écoutez, Merci. 2 secondes, je vais juste montrer le livre que j'ai écrit là. Pas tellement pour que vous vous ruiez dessus, mais voilà, ça c'est ma vision de lycée français de New York sur les États-Unis. D'accord, c'est intéressant. Donc, c'est tribu américain. Tribus américaines. Voilà. Américaine, d'accord, ok. C'est une collection qui fait tous les pays, c'est un petit truc, mais vous sentirez la continuité de ce que je suis en train de raconter dans ce bouquin sur Ouais, les États-Unis, qui est quand même un pays semi-étranger pour moi. ouais, justement. Merci pour cet échange et Merci. bonne journée. Au revoir, madame. Allez, au revoir.